Bonjour à tous mes abonnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec la review de ce chapitre qui marque un tournant dans One Piece car ça y est, il ne nous reste plus que 10 chapitres pour atteindre le 1000e. Il valait donc bien une review car beaucoup de choses étaient à noter. Mais avant de débuter cette analyse, je tenais à vous remercier car oui, nous l'avons fait, nous sommes désormais plus de 50 000 sur la chaîne. Un chiffre très symbolique et qui m'a fait extrêmement plaisir. Alors je tenais sincèrement à tous vous remercier. Merci pour vos messages, vos dons sur Utip, votre soutien sans faille et tout l'amour que vous me portez. On arrive bientôt à la fin des théories des nerfs, plus que 7 environ. La prochaine va être énorme, donc j'espère que vous serez toujours plus nombreux à suivre cette aventure avec moi. Si c'est pas déjà le cas, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour atteindre le nouvel objectif des 100 000 abonnés et de laisser un petit like en fin de vidéo si vous l'avez apprécié. Je vous prépare d'ailleurs un petit concours pour fêter ça et un live en prime vendredi ou dans le week-end où vous pourrez me poser toutes les questions que vous souhaitez sur One Piece. Voilà, on referme cette petite parenthèse et on attaque la review de ce chapitre. Il s'ouvre sur Sasaki, enfin libéré après que son ami Denjiro l'ait trahi. Il a réussi à éviter la déferlante attaque de Mama contre Luffy grâce à l'arbre sacré auquel il était attaché. Alors ici, deux petits points intéressants à noter. Le premier, l'arbre sacré est une référence au Yorishiro, un arbre capable d'attirer les esprits et considéré comme le lieu sacré pour y loger un kami. On peut le voir grâce à la corde Shimenawa qui l'entoure. Le second, le nom Sasaki. Au Japon, ce prénom possède une grande signification puisqu'il incarne l'emblème de la grue à travers Sasaki Sadako, une petite fille qui voulut confectionner 1000 grues pour guérir d'une leucémie des suites de la bombe d'Hiroshima. Il est donc intéressant de connaître cette histoire quand on sait que cet animal est l'emblème suprême des Kozuki. Allez donc savoir pourquoi Oda a donné ce nom si précieux à ce personnage et l'avenir qu'il lui réserve. En tout cas, il nous conduit dans les hauteurs d'Onigashima où on y retrouve Kaido en mode spectateur et où se tiennent les fourreaux ainsi que les Minks face à Jack et ses sbires. Le combat semble avoir fait rage et malgré toutes les lames enfoncées dans son corps, Jack envoie valser toute la tribu des Minks en forme Sulong en un coup de trompe. On se dit que les restes de Zunesha l'ont marqué et c'est assez bizarre de voir la vitesse à laquelle il s'est débarrassé d'eux quand on sait comment il s'était fait éjecter en un claquement de doigts par Shutenmaru. Preuve que son fruit antique détient donc une force colossale. C'est alors que Kinemon souhaite intervenir mais il se fait stopper par Inuarashi et Nekomamuchi qui laissent entrevoir à leur tour leur forme Sulong et se projettent à la vitesse de la lumière sur Jack. Et là, une fois de plus, Oda nous met l'eau à la bouche sans dévoiler leur forme finale. Elles ont l'air tout bonnement monstrueuses, j'ai vraiment envie de les voir, ils me tissent de dingue, j'en ai marre. C'est une des parties de ce chapitre qui m'aura vraiment mis de gros frissons. Mais passons à la suite parce que c'est à l'intérieur du dôme que se tient une discussion entre Queen et King assez amusante, tout de charisme. King met un petit taquet à Queen, excellent. Il informe les Tobiropo et le reste de la situation. La capture de Yamato n'est donc plus un motif pour une place de calamité. Ce qui fut chez moi une grande déception au vu de la manière dont Oda avait mis en scène cette annonce pour finalement l'annuler. Tout ça pour ça j'ai envie de dire. Mais pour l'heure, il faut se concentrer sur les ennemis qui ont assailli le château car il s'agit du plus gros échec depuis le début d'Onigashima. Les Oniwaban et les Numbers affrontent les prisonniers et les Yakuza, laissant apparaître une étrange scène. Fokorokuju, le chef des Oniwaban, part sans raison, ce qui surprend Otei. Alors, va-t-il se rendre auprès de son ancien maître et nous révéler qu'Orochi est toujours en vie? Va-t-il l'emmener dans un lieu sûr comme le château de la capitale des fleurs pour que la prophétie de ma théorie se réalise? Ou simplement suivre la trace de son ancien élève Shinobu et ainsi retrouver Yamato? Nous verrons bien, mais cette scène était très intrigante. Du côté des Yakuza et alliés Kozuki, ils souhaitent désormais affronter les Numbers pour laisser le champ libre à Luffy d'atteindre Kaido. Ce qui va amener à une scène assez surréaliste puisque Luffy leur dit qu'ils ne sont tout simplement pas de taille. Et là vraiment, j'ai envie de faire une pause sur ce petit détail. Si je résume bien, ceux connus dans le monde entier comme les plus grands samouraïs, ceux qu'on a vendus comme presque intouchables, raison pour laquelle personne n'osait pénétrer à Wano, même pas la marine, ne sont en réalité en mesure de combattre ni Kaido, ni Orochi, ni les Tobiropo, ni les calamités et désormais même pas les Numbers. Pour résumer, ils servent qu'à être des randoms qui vont combattre les Smiles tout claqués. Désolé à ceux à qui ça ne plaira pas ce que je vais dire,
Mais là c'est vraiment un coup de gueule parce que je sais qu'on réserve les gros persos pour les Mugiwara, mais là il y a des limites, les alliés Kozuki restent tout de même des samouraïs et je m'attendais quand même un minimum à ce que les combats soient équilibrés. Mais visiblement, seul Oden et Ryuma étaient dignes de porter ce titre. Mais c'est surtout qu'après avoir humilié Big Mom, une empereur qui a one-shoté des géants à 5 ans, je vous le rappelle, les Mugiwara vont aussi se taper les Numbers. Je trouve que ça fait vraiment un peu beaucoup et je trouve ça surtout dommage pour le reste des samouraïs. Mais bref, en tout cas, c'est malgré tout une séquence nostalgie puisque ces anciens camarades qui faisaient face il y a de ça 2 ans à Oz ont bien grandi. Eux qui ont dû se mettre tous ensemble pour vaincre le démon des terres gelées sont désormais en mesure de faire 1v1 avec les Numbers, des êtres qui selon Mama étaient des géants antiques. Luffy entre alors en scène et active son Gear 4 en un clin d'œil, ce qui montre une véritable évolution de ce dernier. D'autant plus quand on se rappelle du temps qu'il lui avait fallu pour récupérer durant son combat contre Doflamingo. Et c'est en voyant la facilité avec laquelle il maîtrise désormais cette forme qu'on pourrait se dire qu'il est temps pour lui d'en révéler une nouvelle. Va-t-il s'agir d'une technique innovante liée aux animaux ou véritablement d'un nouveau gear? Là est toute la question. Mais ce sont précisément les maudits Ogoro qui me font revenir sur ce sujet. Puisqu'en effet, en voyant Luffy sous cette apparence, le chef des Yakuza y a vu un Mio, la divinité protectrice du Bouddha. Ce qui vient confirmer une théorie que je vous avais dite il y a ça plus d'1 an et où je vous expliquais tout simplement qu'il serait l'incarnation de cette divinité. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille tout bonnement en cliquant sur le petit i en haut à droite de l'écran. Ainsi, le fait qu'Hyogoro voit en Luffy un Mio pourrait alors révéler une nouvelle forme de son pouvoir. Comme je comparais Luffy au Bouddha solaire et central le plus important dans le bouddhisme, il serait naturel qu'il s'associe à l'animal symbolique de cette déité, le lion, laissant présager que la nouvelle forme du Gear 4 soit incarnée par le roi des animaux. Cependant, comme j'ai pu le mentionner par le passé, l'arc du Nouveau Monde est centré principalement sur les dragons et le jeu. La combinaison de ces deux choses nous ramène au jeu du shogi, où celui qui gagne la partie se voit attribuer le titre de roi dragon, soit à la traduction précise du Ryuo. Sans compter le fait que cette forme du Bone Man rappelle fortement celle d'Ener, qui justement fut associée au mythique dragon. C'est la raison pour laquelle si Luffy venait à obtenir un nouveau gear, alors pour moi il s'agirait bel et bien du dragon doré. Ce qui m'amène à la dernière partie de ce chapitre, Drake et Hawkins. Ils apparaissent dans un lieu où trône un immense casque en arrière-plan, laissant présager qu'il pourrait être destiné à un personnage gigantesque. Et les caractéristiques de ce casque nous ramènent à mes toutes premières théories d'il y a de ça 2 ans, où j'expliquais qu'une référence à Date Masamune pourrait voir le jour à Wano. Surnommé le Dragonborn, il fut connu dans l'histoire notamment grâce à son fameux Kabuto orné d'une énorme demi-lune. Aujourd'hui, ce casque pourrait en être une référence et laisser présager son apparition sous les traits d'un personnage assez conséquent au vu de sa taille. Mais à part ça, c'est surtout la conversation entre les deux supernovas qui est le point culminant de ce chapitre. En effet, Hawkins mentionne qu'il y a 1% de chance pour qu'un certain homme soit encore en vie demain. Ici, c'est un véritable débat qui se tient dans la communauté. Est-ce Drake, Kaido, Luffy, Law ou même un fourreau rouge? Si on se base uniquement sur ce chapitre, on peut se dire logiquement qu'il s'agissait de Drake, puisqu'en effet les pages suivantes nous entraînent du côté de Who's Who qui réclame l'aide de Drake pour vaincre Queen. Mais retournement de situation, en réalité ceci était un piège, car oui, Queen a été informé que notre supernova a libéré Law et qu'il est à nouveau lui aussi un traître. Il souhaite donc se venger et le torturer pour obtenir des informations. Drake prend alors la fuite et se retrouve nez à nez avec le Numbers 10, soit un beau parallèle à son nom. Nous ramenant à la scène de notre cher Luffy qui éclate le Number 5, soit le chiffre symbolique de notre chapeau de paille, et une nouvelle fois, Oda joue avec les nombres. En voyant Luffy, Drake se remémore alors les mots de Kobe et propose une alliance au chapeau de paille. Et c'est de cette manière que se clôt le chapitre et que le débat des 1% de chance qu'un certain homme survive jusqu'à demain débute. Alors, si on suit la logique de ce chapitre en toute simplicité, il s'agirait de Drake. Les 1% de chance restantes étant destinées à l'alliance avec Luffy, ça expliquerait que quand Drake rétorque « pauvre de lui », sans le savoir, il se désigne lui-même. De l'autre, je me suis dit pourquoi alors Hawkins aurait tiré les cartes pour Drake et l'aurait nommé un certain homme. Plutôt que le désigner directement, il te reste 1% de chance de survie. D'autant plus que Queen précise bien qu'il souhaite non pas le tuer, mais bien le torturer. Donc partons simplement du principe où il s'agit pas de Drake, mais qu'il y a un double sens caché derrière tout ça. Certains ont d'abord pensé à Kaido. Alors pour ma part, je pense pas parce que tout simplement il est bien trop tôt pour le vaincre. Généralement Oda attend toujours que Luffy se fasse battre
2 voire 3 fois par son adversaire avant de définitivement sortir la carte power-up et l'éclater. Je vois assez mal Kaido se faire battre dans quelques chapitres au vu qu'Hawkins précise une temporalité avec le terme demain. Donc pour moi il peut pas s'agir de Kaido pour l'instant. C'est ainsi qu'on part sur le deuxième personnage, Trafalgar dit Law. Lui qui arbore le tatouage de la mort serait le parfait candidat pour ça. Comme je l'ai dit il y a de ça 2 ans dans ma vidéo les prédictions de Wano, Law pourrait probablement mourir pour utiliser sa capacité légendaire, opération de jouvence. Goji prend souvent la métaphore du fusil de Chekhov, on ne met pas une arme en avant pour ne pas s'en servir après. Et bien selon moi ici c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de raison pour Oda d'avoir autant mis en avant cette capacité pour finalement jamais l'utiliser. Et c'est ici que toute la question se pose, sur qui pourrait-il l'utiliser? 2 personnes me sont alors venues à l'esprit, le premier qui va vous surprendre, Kaido lui-même. Non pas pour le rendre immortel, mais à l'inverse, comme on le sait, cet homme est dit indestructible. Là est donc toute la clé de son pouvoir, et même si Luffy venait à maîtriser le Ryuo, rien ne garantit que Kaido en soit réellement atteint. C'est la raison pour laquelle je me suis demandé si la technique spéciale de l'eau ne pourrait pas être utilisée sur Kaido pour créer l'effet inverse et annuler son indestructibilité. L'eau pourrait alors mourir, mais en contrepartie, aura aidé Luffy en ôtant cette armure à Kaido, lui laissant champ libre pour le vaincre. Le second personnage, Luffy. Law voit en lui le futur, l'incarnation d'un dit capable de réussir là où lui a échoué, lui confier ainsi son pouvoir semble être une assez bonne idée. Malgré tout, je pense pas que rendre immortel Luffy puisse être une solution, et c'est ici qu'intervient la précédente opération de Law sur Luffy. Et si en réalité Law avait déjà à l'époque de Marineford procédé à un début d'opération de ce type sur Luffy. La cicatrice qu'il arbore sur son torse est désormais symbolique, mais Law ne semble pas lui avoir laissé seulement cette marque, car si on observe attentivement les Mugiwara, seul Luffy ne semble pas du tout avoir vieilli durant ces 2 ans d'ellipse. Tous ont désormais un nouveau design et semblent avoir pris de l'âge, à l'exception de notre capitaine. Ma première idée à l'époque avait été que son fruit aurait pu interférer avec l'élasticité de sa peau, mais quand est apparue la fameuse capacité jouvencelle de Lopé-Lopé-Nomi, je me suis dit, et si l'eau aurait pas un lien avec ça? Si c'est le cas, alors ça va nous mener à la toute dernière personne qui serait concernée par ce 1%, Luffy. Vous le savez, sa supposée mort au chapitre 999 faisait parallèle au chapitre 99, la mort de Luffy, est une théorie que j'ai émise il y a de ça plusieurs années. Mais avec ce chapitre, elle semble d'autant plus prendre forme. Ici, au-delà de 1% de chance de survie, c'est surtout les 99% de chances restantes de mourir qui sont intéressantes. Parce que oui, en donnant cette information au chapitre 990, ça indique surtout que nous sommes justement plus qu'à 9 chapitres du fameux 999. Un parallèle des chapitres pourrait alors bel et bien être envisagé. De plus, Hawkins n'en serait pas à son premier coup d'essai, puisqu'il a déjà tenté à 2 reprises par le passé de prédire les chances de survie de Luffy. La première annonçait à 26% de chances de survie avant la fin du mois, la seconde à Marineford, quand Hawkins fut surpris que malgré ses innombrables tirages de cartes, Luffy parvienne toujours à survivre. Il serait donc pas anodin qu'une nouvelle fois ce personnage dont faisait référence Hawkins soit bel et bien notre chapeau de paille. Par ailleurs, 2 choses sont également à prendre en compte dans ce scénario. La première, le fait que Luffy ait eu en sa possession le célèbre Meito maudit, offrant un destin macabre à son utilisateur. Enfin, la seconde concerne l'espérance de vie de Luffy. Ce scénario est très intéressant puisque notre chapeau de paille s'est vu à de nombreuses reprises être ôté de son espérance de vie. 10 ans à Impel Down, à nouveau à Marineford pour le sauvetage d'Ace, ou encore lors de ses multiples utilisations du gear à Water 7. Il serait donc intéressant d'imaginer que la roue du destin tourne enfin et que la mort de Luffy puisse également être marquée par les conséquences de cette perte d'espérance de vie. Et en parlant d'espérance de vie, ça nous ramène justement à un personnage qui détient ce pouvoir, Big Mom. Elle souhaite plus que tout anéantir Luffy, mais c'est d'autant plus durant l'anime de One Piece qu'on comprend. Une scène a été ajoutée durant la noyade de Mama. Elle se voyait alors arracher l'âme de Luffy pour se venger. Reste à savoir s'il s'agit d'un véritable foreshadow ou d'un simple ajout de l'anime. Dans tous les cas, cette scène serait épique et collerait parfaitement avec la possible mort de Luffy au chapitre 999. Ce qui nous amène au tout dernier point de cette idée, l'obtention du Gear 5 de Luffy, et qui fait grand lien avec ma théorie sur le chakra de la couronne. Parce que oui, souvenez-vous, pour pouvoir obtenir ce pouvoir, Luffy devait selon moi suivre un entraînement et par la suite accepter qu'il était l'élu Joy Boy. Aujourd'hui, son entraînement
naissance est bel et bien confirmée à travers Hyokoro et le Ryuo, mais reste à découvrir pour notre chapeau de paille son destin. Joy Boy est désormais un personnage prédominant de l'arc Wano grâce aux aventures d'Oden qui déclara que lorsqu'il apparaîtra de nouveau, les portes de Wano s'ouvriront. Si ma théorie sur la mort de Luffy se réalise, alors il se pourrait bel et bien qu'on ait un flashback de son enfance au chapitre 1000. Si tel est le cas, Luffy pourrait à ce moment précis apprendre qu'il est Joy Boy et se devra d'accepter qu'il est l'élu pour revenir dans la bataille et ainsi dévoiler son nouveau gear face à Kaido, ce qui permettra de rouvrir les portes du pays du soleil levant, lui qui symbolise tant le soleil, et nous révéler qu'il n'est autre que Joy Boy, celui que le monde attendait. Mais tout ceci n'est qu'un scénario de ma part, on verra bien dans les prochains chapitres si tout ça se réalise. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce petit Hawkins aura mis bon nombre d'entre nous dans la tourmente avec cette toute petite phrase. Et c'est sur ça que la review se termine, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo. Je vous dis donc à vendredi ou ce week-end pour le live spécial 50 000 abonnés, j'espère que vous y serez nombreux. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne semaine et prenez bien soin de vous.